c'est pas normal de devoir lever des fonds pour la recherche en France. On devrait avoir les moyens de payer nos chercheurs correctement et de financer les recherches correctement dans le service public. Et là, elle me dit « Ah ben c'est pas beau du tout, ça c'est un cancer ». Et voilà, je l'ai appris comme ça. Des fois, du coup, j'étais dans un état de léthargie pendant 48 heures après la chimio. Je pouvais pas bouger de mon lit, mais je pouvais même pas regarder une série. Je pouvais pas lire parce que mon cerveau était incapable de traiter la moindre information et j'étais consciente de ça. Moi, je trouve aussi que ça a un vrai lien avec le genre. Hein. Parce que les femmes, ben, on a l'habitude d'avoir mal. Hein. C'est normal d'être tripotée partout. Enfin, c'est pas un problème quand une femme elle a mal, c'est logique. Limite, on est faite pour ça. Quoi. Enfin... Salut, c'est Adrien d'Infoco Show. Aujourd'hui, on fait un nouveau format, un format un peu plus posé, podcast, avec Laure. On vous encourage à suivre la chaîne d'Infoco Show, à lâcher un like, un commentaire. Et puis surtout, on a une cagnotte Tipeee pour financer un média ni de droite ni de droite. N'hésitez pas à donner 1 euro, 2 euros. Vous pouvez même mettre un abonnement. Et on est surtout présent sur Insta, donc n'hésitez pas à lâcher un like. On vous met tout ça en description et merci pour votre soutien. Laure, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ben, je m'appelle Laure, j'ai 35 ans et l'an dernier, en avril 2025, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. Mais ça ne me résume pas du tout. Et en fait, assez rapidement après le diagnostic, j'ai décidé de transformer ça pour en faire quelque chose de positif pour moi, mais aussi pour les autres. Du coup, on s'est connus, nous, il y a quelques années, parce que on a milité ensemble sur des luttes communes. Toi, tu as été pas mal au service des autres. Et là, tu as une phase de ta vie où tu te concentres un peu plus sur ce qui t'arrive. Comment tu vois cette nouvelle phase de ta vie ? J'ai terminé les traitements lourds en janvier. Là. Je dis traitements lourds, à chaque fois je mets des guillemets, parce qu'en fait, j'ai encore 7 ans de traitement. Quoi. C'est pas forcément moins lourd, c'est peut-être moins lourd dans le quotidien, mais les traitements sont pas moins lourds. Et en fait, effectivement, ça a été un peu un électrochoc, parce que ce soit dans mon métier ou au niveau de mon militantisme, mon engagement pour la société dans divers types d'engagements, etc., j'étais vraiment tournée vers les autres. Et ce cancer, ça a été un coup de massue, parce que je m'y attendais pas du tout, j'avais pas de cancer dans ma famille, je comprenais pas d'où ça venait. Et en fait, j'ai dû complètement me recentrer sur moi, mais je me suis rendu compte qu'en fait, tu vois ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu dis, mais en fait, toi qui es au service des autres, finalement là c'est toi. Ben ouais, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper des autres aussi. Et du coup, au fur et à mesure de mes traitements, j'ai commencé à me tourner un peu plus vers les autres et à commencer à essayer de témoigner un peu de ce qui m'arrivait sur les réseaux. Et c'est là que je suis tombée sur les dossards solidaires avec Gustave Roussy. Tu peux nous en parler du coup comment ça... Ouais. De ta démarche du coup, parce que tu vas courir un semi-marathon, tu t'entraînes depuis des mois. Est-ce que tu peux nous parler de ta démarche du coup ? Ouais, c'est ça. En fait, moi je suis soignée à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Donc c'est le meilleur centre de cancéro d'Europe et de France. Et en fait, j'ai toujours couru, mais voilà, quand j'avais le temps, quand j'avais envie. Enfin, je dis que j'étais une coureuse du dimanche, quoi. Voilà. Et en fait, je m'étais toujours dit, je voudrais courir un semi-marathon un jour, comme un rêve un peu lointain, mais je me suis rendu compte, et c'est notamment l'effet qu'a eu la maladie, que en fait, je prenais jamais le temps de rien, quoi. J'étais tout le temps à 2000 à l'heure, il y avait plein de choses qui me plaisaient, j'étais curieuse de tout, donc c'était chouette, mais en fait, au final, je n'allais pas au bout des choses qui me tenaient vraiment à cœur, notamment pour moi. Et pendant que j'étais en chimio, déjà, mon oncologue m'a dit, dès mon premier rendez-vous, elle m'a dit, en fait, il ne faut jamais arrêter le sport. En fait, il ne faut pas l'arrêter parce que le sport, les effets entre sport et lutte contre les effets secondaires sont prouvés. Et en plus de ça, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, plein de choses. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas arrêter de courir, jamais. Et même si c'était horrible, quoi, il y avait des moments, franchement, j'étais à 2 doigts de ramper. Mais je le faisais quand même. T'as commencé en été finalement donc, ouais, en déjà, pleine bon, canicule. Ouais, il y a la canicule, mais je me disais que c'était peut-être pas... ça peut être mieux que de commencer en hiver, tu vois, où il fait froid, où t'as peut-être pas forcément envie de sortir pas et tout. vraiment en fait, Pas parce que vraiment, c'était très compliqué pour moi, parce que vu que j'étais en chimiothérapie, c'est un des effets secondaires de la chimio, j'étais photosensible. Donc que de l'écran total, ouais. des t-shirts UV manches longues, donc en pleine canicule, je crevais de chaud, enfin c'était vraiment très dur, mais j'ai pas lâché. Et en fait, surtout, j'ai pas écouté tous les bien-pensants, et c'est pas une critique, hein, mais il y a plein de gens qui veulent mon bien, ou voilà, même des soignants qui peuvent me dire, ouais non, faut pas courir, hein, c'est trop violent, Ouais, faire faut prendre du soin de toi, yoga, faut faire y de aller la doucement. gym douce, faut marcher doucement. Et moi, j'étais là, non, quoi, moi j'aime bien quand ça tabasse un peu, Et quand même, surtout, je suis assez faut que tu speed. restes un peu toi-même, vu que toi, que t'es quelqu'un d'énergie, qui fait beaucoup d'activités. Je pense que le déclic, ça a été au moment où j'ai vu l'affiche à Gustave Roussy pour courir le semi-marathon de Paris avec un dossard solidaire. Et là, déjà, pareil, je me suis dit, mais la course à pied, c'est quand même vachement à la mode, quoi.
Les gens, ils dépensent des 1000 et des cents dans des dossards. Et franchement, est-ce qu'ils sont ne serait-ce qu'au courant qu'il existe des dossards solidaires qui coûtent que dalle à l'inscription? Parce que moi, pour donner une idée, mon dossard, il m'a coûté 49 €. Hein. Pour le Semi de Paris, c'est vraiment pas grand-chose. Et tu peux expliquer pourquoi c'est payant les dossards, du coup parce que c'est des courses qui coûtent de l'argent, il faut s'inscrire pour aller courir, faire des Voilà, courses, on va dire, connues, un peu toutes des les événements, courses. quoi. Toutes les courses. Ouais, normalement, toutes les courses avec une médaille, etc., où tu vas être finisher, un 10 km, un kilomètre, enfin peu importe. Il faut payer la bouffe, la logistique. Voilà, Ça, c'est quoi. ça. C'est pas Tu forcément payes payé ta par les course. pouvoirs publics ou les sponsors, tout n'est pas pris en charge. Non, voilà, tu payes ta course en fait. Et ça peut être très cher, hein. Le dossard, il peut être à 200 balles, enfin voilà. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais tout à coup, ça a pris du sens en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, bah, ce semi que j'ai toujours voulu faire, tout à coup, ça devient possible de courir pour la recherche contre le cancer. Et en plus, à un moment où le cancer m'a permis d'apprendre à prendre davantage soin de moi et à prendre plus de temps pour moi. Parce que moi, je fais que dire, je vois ce que la maladie m'a amené plus que ce qu'elle m'a enlevé. Et ça fait partie des trucs majeurs qui ont fait un déclic où je me suis dit, bah voilà, en fait, je vais courir et je vais courir pour Gustave Roussy. Et donc, il y a une cagnotte qui est créée par Oka, le sponsor du semi-marathon de Paris, et qui permet de lever des fonds pour la recherche contre le cancer à l'Institut Gustave Roussy. Et donc, il faut récolter minimum 210 € pour pouvoir courir la course. En 24 heures, c'était fait. Donc, j'étais Trop bien. trop Comment contente. t'as fait? T'as mis ça sur les réseaux sociaux, Voilà. on t'a aidé, il y a des organismes qui t'ont accompagné, non? Pas du Juste tout. ton cercle proche. Ouais, au début, en fait, j'ai commencé à publier. C'est comme ça que j'ai commencé à publier, en fait. En me disant, ben voilà ce que c'est Gustave Roussy, voilà le travail extraordinaire qu'ils font. Parce qu'au-delà de la compétence reconnue sur le plan mondial, hein, c'est des gens extrêmement humains. Enfin, moi, ils ont complètement changé mon regard sur la médecine. Soit j'ai pas eu des très bonnes expériences avec les médecins, au-delà de la biopsie Ouais, même. bien sûr, bien sûr. Voilà, je trouve que c'est souvent très froid, on est un peu un corps ou une pathologie, mais rarement une personne entière. Enfin, et là, c'est pas du tout ces personnes que j'ai rencontrées. Moi, j'ai tout le temps dans mon malheur, j'ai rencontré Suzette, quoi. Mon Suzette. oncologue, elle est Trop géniale. cool, ouais. Elle est absolument géniale. Enfin, et bah voilà, enfin, je trouve que ça a pris du sens à ce moment-là, en fait, de me dire, bah, je vais courir le Semi de Paris pour Gustave Roussy. C'est à quelle date et c'est où que ça se passe? Donc c'est le 8 mars 2026, donc ça approche là. C'est à Paris. Je sais qu'on longe les quais de Seine en passant par le quai de la Râpée, etc. Les bois de Vincennes, château de Vincennes, et on remonte jusqu'à Bastille Opéra. Et du coup, la cagnotte qui est pour les dons pour la recherche contre le cancer à Gustave Roussy, elle est ouverte jusqu'au 1er mars 2026. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as appris ton cancer? J'ai découvert mon cancer le lendemain de Carmen. Le Carmel. Ouais, parce que je chantais du coup pour la Fabrique Opéra, qui est une association orléanaise. Et en fait, j'étais dans les chœurs, j'étais choriste. Et de septembre à mars, on a répété pour être le chœur de l'opéra à Carmen. Et on a enchaîné les zéniths pendant une semaine. La dernière, c'était le dimanche. Et le lendemain, je me suis réveillée et j'ai fait putain, il y a un truc sous le bras, quoi. Ok. Et je l'ai découvert. Enfin, je trouve qu'il y a eu un effet symbolique hyper étrange, quoi, de me dire, mais en fait, le rideau, il s'est fermé. Et il s'est fermé sur ma vie, en fait. Et j'ai plus jamais retrouvé ma vie d'avant. Et C'était est-ce que terminé. tu peux nous dire comment tu as senti? T'as senti quelque chose de dur et là tu t'es dit il y a quelque chose qui va pas, faut que j'aille. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'au début, j'ai senti une gêne. Quand je bougeais les bras, sous le bras, je sentais une gêne, en fait. Mais j'arrivais pas trop à dire. Depuis quelques semaines avant même? Non, c'était vraiment le ce lendemain jour-là? de Carmen, incroyable. Enfin, vraiment, je me suis levée le lundi matin et j'ai fait ah, il y a un truc, quoi. Et en fait, j'avais un sage-femme que j'ai toujours aujourd'hui, qui a déménagé, mais je continue à aller avec lui, qui m'a toujours fait une super prévention, en fait, au niveau du cancer du sein. Et en fait, je trouve que ça, c'est un des premiers aspects militants importants, c'est que j'ai eu de la chance. Et normalement, on ne devrait pas être chanceux quand il s'agit de détecter un cancer et de prévenir un cancer. Moi, j'ai eu de la chance de tomber sur un sage-femme qui m'a toujours dit, si vous sentez quoi que ce soit, qui m'a appris l'autopalpation déjà, parce qu'il y a plein qui ne le font pas. Mais c'est quelque chose qui en plus se répand dans la Ouais, société aussi de faire de l'autopalpation. Voilà. Ça progresse un petit peu ces choses-là et du coup Ce lui serait il bien. était au courant de. Voilà, il était très informé et puis il m'a toujours dit, mais franchement, si vous voyez une rougeur, un bouton, quelque chose d'inhabituel proche du sein, ne serait-ce que proche du sein, vous venez me voir, mais tout de suite, quoi. Et en fait, quand je l'ai senti, j'ai su que c'était le ganglion, parce que c'était vraiment l'endroit de la chaîne ganglionnaire, etc. Donc sur le coup, je me suis dit, un ganglion, c'est pas... Voilà. Mais je me suis souvenue de sa phrase, quoi.
Si c'est à proximité du sein, vous venez me voir. Bah, du coup, j'ai pas hésité. Une semaine après, j'étais dans son cabinet et j'avais beau m'auto-palper régulièrement, je l'avais pas sentie, elle était bien cachée, la pétasse. Ouais. Et il m'a dit, voilà, je sens un truc, elle est bien en dessous, mais ça fait à peu près 3 centimètres. Il s'était pas gouré, 3 centimètres, voilà. Et du coup, tu disais que ça avait complètement bouleversé ta vie. Donc tout de suite après, t'as dû faire passer des examens. Donc Ah bah, c'est là que l'enfer a commencé, puisque pour le coup, autant j'ai la chance avec mon sage-femme, autant j'ai pas eu de chance d'habiter dans le Loiret, puisque je n'ai pas il pu y a des arts avoir médicaux. de mammographie et d'échographie en urgence, alors que c'est bien stipulé sur l'ordonnance urgence. J'ai appelé 4 centres d'imagerie différents, où ils me disaient, mais ils me disaient même pas rendez-vous dans 3, 6 mois, ils me disaient pas de rendez-vous du tout. Et donc en fait, j'ai pas cherché à en appeler plus parce que je partais en voyage en fait et je prenais l'avion à Orly et je passais la journée sur Paris le 8 avril. Et donc je me suis dit: «Je vais appeler Paris directement». Le premier centre que j'ai appelé, le jour et l'heure souhaités. Je me dis: «Nickel, j'y vais». Sauf que là, ça a été l'enfer parce qu'en fait, je suis tombée, sur, Une clinique privée? voilà, Ouais. sauf qu'ils me l'avaient pas dit, Mmh. et ils m'ont fait les examens et après j'ai dû passer à la caisse et j'en ai eu pour plus de 500 balles, 500 €. de soins, enfin d'examens. Et en plus, ça a été fait n'importe comment, où du coup je fais ma mammographie, je vois la fille qui grimace, bon. Elle me dit: «On va faire l'échographie» parce qu'il y avait écrit «si besoin», donc ils me la font et en fait, j'étais allongée. Alors déjà, les gens s'enchaînaient, ils me disaient pas qui ils étaient, ils se présentaient pas, ils me disaient à peine bonjour, enfin c'était fou et je m'allonge, sur, la table, il y avait l'écran en face de moi, je vois la masse s'afficher à l'écran, une tache noire et là, elle me dit: «Ah bah, c'est pas beau du tout, ça c'est un cancer» Ah et ouais. voilà, je l'ai appris Ah, comme ça. la vache. Et c'est quelqu'un c'était une infirmière, un médecin, une C'était, médecin? bah, je sais pas comment on appelle les médecins qui font les échographies, mais c'est des radiologues, enfin quelque chose comme ça. Donc aucun tact, aucun assez Voilà et puis, brutalement? bah, moi je me mets à pleurer quoi, enfin normal et là elle me regarde, elle me fait: «Bah, fallait bien que je vous le dise, hein». Ah oui, Et donc ouais, je lui dis: «Bah, ouais, culpabilisation, mais» quoi. enfin donc moi le premier truc, je dis: «Bah, attendez, je pars à l'étranger ce soir pendant 10 jours, je fais quoi? J'annule?» «Ah bah non, de toute façon ça va rien changer, hein, que vous partiez pendant 10 jours ou pas, ça va rien changer, il est là, hein». Je dis: «Ah bon?» Du coup ça va très vite dans ma tête. Je me dis: «Je fais quoi? Je pars ou je pars pas?» Et il te dit c'est un cancer du sein directement? Ouais, alors que normalement, c'est pas comme ça, hein. Enfin, normalement, ce qui peut vraiment déterminer ce que c'est la biopsie. Après, je doute pas de leurs compétences. Quand ils voient un cancer, j'imagine qu'ils le savent. Mais en réalité, il y a des protocoles d'annonce, normalement, enfin, c'est pas comme ça. Je trouve que c'est très risqué. Je me dis, bah, des gens un peu fragilisés sur le plan psychique, ils peuvent, voilà, passer Bien à sûr. l'acte, se Puis suicider, enfin, on sait pas, quoi. et puis même peut y avoir, enfin beaucoup de médecins, même s'ils sont pas il y a pas forcément un protocole d'accompagnement qui peut être beaucoup plus, bienveillant, Bah, empathique ça aussi devrait être le cas, ouais. J'étais, enfin, voilà, complètement sidérée, mais moi, j'ai décidé de partir en voyage quand même parce que vu que je savais pas encore, bah, si j'allais vivre ou mourir. Je me suis dit: «Bah, c'est le voyage que j'ai toujours voulu faire, donc je vais le faire» et en fait, j'ai pas du tout été, empêchée pendant mon voyage par cette information-là. Au contraire, je pense que ça me l'a fait vivre, encore plus intensément et avant de partir, je tombe sur le mec qui a créé les centres d'imagerie du quartier, qui me dit: «Ah bah, voilà, vous tombez sur moi, ça tombe hyper bien, c'est moi qui ai créé tous les centres d'imagerie, donc avant que vous partiez, je vous fais faire un IRM en urgence, je vous passe en haut de la pile, vous allez le faire tout de suite. Comme ça, quand vous revenez de voyage, j'ai les résultats et dès que vous revenez, vous atterrissez quel jour à quelle heure, OK, bah, vous venez ici tout de suite et je vous fais une biopsie». Il m'explique pas ce que c'est, rien. Bon, moi je me dis: «OK», je pars complètement sonnée, avec cette info-là. Je reviens de voyage. Et là, je fais 24 heures de voyage, je dors pas de la nuit, j'ai pas le temps de me doucher, rien du tout. J'arrive à la biopsie. Moi, je pensais que c'était un prélèvement, genre, tu sais, une petite aiguille, on te prélève et voilà. Ah, mais pas du tout! Et là, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer, j'ai été très mal anesthésiée. C'est un gros pistolet comme ça, avec, une tige longue comme ça, qui plante dans le sein. J'ai dit que j'avais mal, il a continué. C'est pas normal C'est pas d'avoir normal mal. d'avoir mal du Ouais, tout? non, OK. c'est pas normal du tout. OK. Et en fait, j'avais pas de champ, donc je voyais le sang partout. Il m'essuyait pas au fur et à mesure, donc j'avais du sang, mais absolument partout. Ça giclait Et en sur mon plus, visage et tout. OK. Ouais, Pardon, j'allais dire quelque chose, c'est qu'en fait, ils te mettent même pas comment dire? De cache, non, pour les gens un peu mmh, trauma qui sont, non, puis normalement, ils sont hémétophobes ou, censés mettre un petit champ avec un trou aussi pour l'hygiène, hein. Il y en avait pas. Par moments, ils me demandaient de tenir la compresse moi-même avec mes mains, qui étaient pas lavées, qui étaient pas désinfectées.
parce qu'il faisait autre chose. Enfin, mais c'était Et horrible, il quoi. t'avait pas prévenu avant de comment ça allait se passer, la Non. biopsie, rien du tout? Non, d'ailleurs, normalement, il donne une ordonnance pour que ce soit nous qui apportons l'anesthésie et tout. Il me l'avait pas donné. Du coup, il m'avait même pas dit, hein. Et quand je suis arrivée, la fille, elle m'engueule: «Ah ouais, ils sont où vos produits? Vous auriez dû les apporter». Je dis: «Bah, je savais même pas, en fait». Enfin, donc ça a été Mais normalement, horrible. pour des traitements, on peut se dire que pour des traitements ou des pathologies aussi lourdes, on est censé être très bien accompagné, avoir des livrets, avoir un rendez-vous, de dire comment ça va se passer, etc. Surtout dans des cliniques privées où, comme je disais, ils ont peut-être un peu plus de temps, un peu plus de moyens justement pour faire ça, et finalement, non, Ah quoi. bah là, pas du tout. Donc tu as subi la Et marchandisation aussi voilà, de la santé exactement. capitaliste, voilà. Moi, je trouve aussi que c'est un vrai lien avec le genre, hein. Parce que les femmes, ben, on a l'habitude d'avoir mal, hein. C'est normal d'être tripotée partout. Enfin, c'est pas un problème quand une femme elle a mal, c'est logique. Limite, on est faite pour ça, quoi. Enfin, et en plus, du coup, j'ai compris que c'était anormal après, parce que quand j'ai eu mon premier rendez-vous avec mon oncologue à Gustave Roussy, là aussi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce qu'en fait, une amie à moi a eu un cancer du sein il y a de nombreuses années. Elle a été soignée à Gustave Roussy par Suzette Delaloge, mon oncologue, qui est une des meilleures d'Europe. Enfin, elle est absolument géniale. Et du coup, j'ai pu choisir mon oncologue. J'ai eu ce luxe quand même, et c'est une chance, je le mesure. Et en fait, bah, j'ai eu de la chance, voilà, d'être suivie par Suzette. Et au premier rendez-vous, elle me dit: «Je suis vraiment désolée de vous annoncer ça, mais en fait, la biopsie, normalement, il aurait dû vous poser un petit clip métallique sur la tumeur, et il l'a pas fait. Donc il faut recommencer, quoi». Faut Et là, je lui recommencer. dis: «Mais ça va pas être possible. Moi, je peux pas refaire ça». C'est combien de temps après? C'était 3 semaines après ma biopsie. Et t'avais eu J'avais un, encore très mal. mais t'avais eu un diagnostic, il t'avait fait, Non. un Non, état des j'avais pas lieux? encore les résultats du labo. Du coup, vu que mon oncologue m'a reçue suffisamment de temps après, et voilà, c'est elle qui a pu me donner les résultats, m'expliquer le type de cancer, etc. Et en fait, effectivement, bah, ce médecin-là que j'ai vu qui m'a fait ma biopsie n'a pas posé le clip, parce qu'en fait, à la chimiothérapie, la tumeur diminue et elle peut disparaître complètement. Et du coup, à l'opération, ils ont besoin d'un clip pour repérer l'endroit pour pouvoir l'enlever. Il ne l'avait pas fait, du coup, j'ai dû repasser. Mais je l'ai fait à Gustave Roussy. Mon oncologue a bien dit que j'avais été complètement trauma par la biopsie. Et là, j'ai fait: ah, mais c'est ça en fait. Ça fait pas mal du tout. Du tout. C'était très hygiénique. Le mec était très doux. Enfin, pas de problème, quoi. Et là, j'ai fait: bon, bah, je le signale à l'ordre des médecins, quoi. Et j'ai commencé mon parcours comme ça. Et je me suis dit: bah, déjà, il y a un problème. Enfin, on n'est pas égaux, quoi, en Déjà, fonction du en fonction du fait territoire. que on n'est pas égaux sur le fait qu'on peut à tout moment déclencher une pathologie, Mm. et en plus, on va dans des organismes, dans des établissements Ben, qui te maltraitent, en fait, hein, voilà, c'est de la quand on habite dans maltraitance. des déserts médicaux, on n'a pas le choix. Quand on habite dans des endroits où il y a des médecins et tout, on peut choisir. On peut se dire: bah, là, celui-là ne me convient pas, je vais ailleurs. Mais là, j'avais pas le choix, il fallait que je le fasse vite. Militer du coup contre les déserts médicaux et pour Voilà, l'installation des médecins. exactement. Mm. Et du coup, tu disais comment ça t'a marqué psychologiquement, l'évolution en fait, à partir du moment où tu as eu le premier diagnostic, que tu as compris que tu avais quelque chose, le premier diagnostic, les résultats, euh, comment ça a évolué en fait, ton état psychique du coup. Toi qui es quelqu'un de plutôt joyeuse, très énergique, est-ce que ça a changé un petit peu, ou ça t'a motivé, ou comment tu as vécu les choses? En fait, le moment du diagnostic officiel, on va dire, du coup, avec Suzette, a été compliqué, parce que j'ai appris mon type de cancer qui est hormonodépendant. Ce qui signifie que, alors déjà, pareil, j'étais sous pilule contraceptive. Normalement, j'aurais dû l'arrêter bien avant, hein. Et Ils t'avais auraient pas dû me le prévenu? conseiller. Il t'avait pas prévenu non plus? Non. Et ils pouvaient pas savoir quel type de cancer c'était, ok, mais ils auraient dû me dire: écoutez, par précaution, arrêtez la pilule, parce Bien qu'en sûr. fait, la pilule nourrit le cancer. Donc pendant presque un mois, j'ai nourri mon cancer, en fait. Bon. Voilà. Et quand j'ai appris que c'était ce type de cancer, je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait avec. Et en fait, ça a été à ce moment-là où j'ai basculé dans un monde complètement parallèle. Franchement, vivre avec un cancer, c'est un monde parallèle. Et là, j'ai fait: mais on se représente du cancer, la chimio, la perte des cheveux, éventuellement la mort, dans le pire des cas, mais on se représente pas beaucoup plus en général quand on n'est pas Donc touché quelques par effets la secondaires maladie. de fatigue, ouais. Voilà, mais en fait, c'est beaucoup plus gros que ça, quoi. Et là, elle me dit, d'emblée, elle me dit: «Voilà, est-ce que vous voulez avoir des enfants?» Je dis: «Bah, je sais pas». Elle me dit: «Il faut vous poser la question, parce que si vous voulez le faire, il faut faire une préservation de fertilité, avant de débuter les chimios». Ah, OK. Elle me dit: «Du coup, il faut aller très vite, parce qu'il faut débuter les chimios très vite». Donc elle me dit: «Écoutez, je vous prends rendez-vous, à l'hôpital Antoine Béclère, au service de préservation de la fertilité, vous échangez avec eux, et il y a pas d'obligation, faites ce que vous voulez, mais voilà». OK, Donc je t'as dit fais: t'impose
un peu de te dépêcher de choisir si tu veux faire des enfants à Bah, ce il y a moment-là, quoi. pas le choix, enfin, en fait. Elle m'a dit vraiment: «Vous avez le choix, hein, vous n'êtes pas obligés de le faire». Voilà, ça c'est dit: «Mais je vous conseille de prendre rendez-vous au moins pour en parler avec eux et voir vos options et qu'ils vous expliquent bien l'impact de la chimiothérapie sur la fertilité et cetera». Et du coup, moi, j'étais très insouciante, j'avais pas le temps de me poser ces questions-là. Je me disais: «On verra plus tard, en fonction des rencontres que je fais, en fonction de plein de choses». Et là, je me retrouve à Antoine Béclère. Alors franchement, que ce soit Gustave Roussy ou Antoine Béclère, j'ai toujours été mais hyper bien prise en charge, avec des gens extrêmement bienveillants, etc. Et du coup, ils m'ont tout expliqué. Et en fait, ils me disent, voilà, votre cancer, il est hormonodépendant, vous allez avoir la chimiothérapie, ça va impacter votre fertilité. On ne sait pas comment. C'est très variable d'une femme à l'autre. Vous pouvez être infertile complètement dans 2 ans parce qu'en fait, il y avait ce délai-là aussi très particulier qui est toujours là. C'est que mon oncologue me dit, bah, vous n'aurez pas le droit de faire d'enfant pendant 2 ans. Ah, ok. Elle me dit, donc, bah voilà, dans 2 ans, si vous voulez un enfant, vous aurez 37 ans. Ça commence déjà au niveau de la fertilité pour certaines femmes à être parfois un peu plus touchy, quoi. Et elle me dit, en plus, vous aurez de la chimio et on ne sait pas l'effet que ça aura eu. Donc elle me dit, voilà, c'est la préservation de fertilité, c'est pour ça qu'il la propose aux femmes jeunes. Et du coup, bah, j'ai décidé de le faire. Ils m'ont fait les examens nécessaires. Ils m'ont dit, bah voilà, vous avez été sous pilule pendant longtemps, vous n'avez pas de follicule, donc on doit vous enlever un ovule complet ou rien, quoi. Ok. Et donc ta décision? Voilà, je l'ai fait, donc j'ai eu une opération. Et en fait, bah, vu que tout allait très vite, j'avais pas le temps de me poser de questions, en fait. Et ils me disent, est-ce que vous voulez qu'on profite du fait que vous soyez endormi pour vous poser un stérilet en cuivre? Et je dis, bah, il n'y a pas besoin, parce qu'en fait, je savais que j'allais être ménopausée artificiellement par des piqûres mensuelles. J'ai dit, si je suis ménopausée, je ne peux pas tomber enceinte. Et il me dit, bah oui, mais c'est pour après. Quand vous serez plus ménopausée, là, la contraception, elle ne peut plus être hormonale. Donc, pas d'implant, pas de stérilets hormonaux, pas de pilules, rien. Donc, c'est vous qui décidez, aucune obligation, mais on vous le prescrit si vous le souhaitez. Et en Et fait, ils t'ont prévenu qu'il y avait potentiellement des effets secondaires ou que avec le traitement que tu allais avoir pour le cancer, il y allait avoir des précautions à prendre ou... oui, Ouais. ouais, ouais. Mon oncologue, dès le premier rendez-vous, elle m'a très très bien expliqué en fait tout le parcours de soins qui allait être le mien, très long. Ouais. Et d'emblée, elle m'a dit, voilà, vous allez avoir 16 chimiothérapies, vous allez perdre vos cheveux à la 2e chimiothérapie, c'est très précis. Ensuite, vous allez avoir une opération, donc on verra en fonction des résultats de la chimio quel type d'opération sera préconisé. Et ensuite, vous allez avoir la radiothérapie. Après la radiothérapie, vous allez avoir 5 à 7 ans d'hormonothérapie. Et là, je me suis dit, mais j'avais l'impression que c'est une peine de prison, quoi. Je me suis Ouais, dit, tu te dis en plus je prends 7 ans, quoi. Mais ils t'ont dit quoi en termes de rendez-vous réguliers? Parce que je sais que moi je suivais tes stories sur Instagram. Il y a quelques mois, c'était tous les jours, tu devais y aller, Ouais. quoi. Et ça a duré jusqu'à il y a pas longtemps. Et après, c'est de moins en moins fréquent. Ou c'est toujours aussi une fois par semaine ou... C'est un tourbillon. Franchement, c'est un tourbillon. Moi, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais, en fait. Enfin, là, je commence à souffler un peu, mais au départ, du coup, tout va très très vite. T'es Et parti en juste, vacances ouais, enfin il y oui, oui, a quelques jours, ou il y a ouais, 2 semaines, un truc comme ça? ouais, ouais, enfin. Mm. Et en fait, au début, du coup, tout s'enchaîne très très vite. Et juste après ma préservation de fertilité, donc j'ai été opérée, poste de stérilet, du coup, je l'ai fait. Donc j'étais douloureuse, voilà. Le lendemain, j'allais à Gustave Roussy pour me faire poser mon clip et pour me faire poser ma chambre implantable. En fait, la Pour chambre faire quoi, du implantable, coup, ouais. c'est juste là, j'ai encore la cicatrice. Ouais, ouais, le micro, c'est pas. En fait, la chambre implantable, c'est une petite capsule comme ça qui monte par un tuyau jusqu'à une veine en dessous de la jugulaire. Et en fait, il pique ici pour la chimio, ce qui est assez chouette parce qu'en fait, ça évite de niquer les veines. Parce que c'est le problème de la chimio, hein, c'est que ça abîme, ça crame Il y tout. en a tellement, il y a tellement de rendez-vous, tellement de... Ouais. Et donc là, en fait, il piquait ici et ça injectait directement dans le cou. Et du coup, moi, je sentais rien et j'avais pas de veine complètement tuée par la chimio. Donc j'ai eu ça le lendemain de ma préservation de fertilité. Donc c'était beaucoup. Parce que c'est une opération, ça aussi c'est une opération. La pose du clip. Donc ça me faisait 3 opérations en 2 jours, quoi. Et après, ils ont attendu un peu moins d'une semaine que le pack, la chambre implantable cicatrise un petit peu, quoi. Et c'était parti pour la chimio. Et en fait, moi, sur mes 16 chimios, j'en ai eu 4 d'un produit qui s'appelle EC, qui tabasse la tronche. Mais franchement, c'est un truc de malade. Ça te donne des étourdissements, des mal de tête? C'est pire que ça. En fait, c'est même pas descriptif parce que tu pourras jamais ressentir ça dans ta vie, je pense, si t'as pas ce produit. Et ça, c'était tous les 15 jours. Et la première,
Je me Et tu peux dis, essayer de décrire un peu les ouais. effets que ça te faisait? La première, franchement, je me suis bah, c'est ça, c'est rien, quoi. Je sentais rien. La deuxième, le matin de la deuxième, je me lave mes cheveux, j'avais tous mes cheveux dans mes mains. J'ai ah ouais, quand même, quoi. Déjà, elle s'était pas gourée, elle m'avait dit 15 jours après la première, vous perdez vos cheveux. Bon, bah, le matin de la deuxième, j'ai perdu mes cheveux. Et je vais à la deuxième, là, un peu après l'injection, je commence à me sentir ralentie, en fait. Et la troisième et la quatrième, heureusement que j'en avais que 4, parce que je crois que je l'aurais plus supporté. Les nausées devenaient insupportables alors qu'avant, j'en avais pas. C'était vraiment des nausées très fortes. J'avais des antivomitifs extrêmement puissants, enfin voilà, parce que sinon j'aurais vomi, c'est sûr et certain. Et en fait, c'était une incapacité à penser, mais qui est même pas descriptible, quoi. C'est-à-dire, des fois, du coup, j'étais dans un état de léthargie pendant 48 heures après la chimio. Je pouvais pas bouger de mon lit, mais je pouvais même pas regarder une série. Je pouvais pas lire parce que mon cerveau était incapable de traiter la moindre information et j'étais consciente de ça. Tu étais consciente de toi-même et que Ah tu ouais. pouvais pas réfléchir. J'avais l'impression d'être dans le syndrome du scaphandre, tu sais, d'être bloquée dans mon corps et d'être consciente de tout ce qui se Est-ce que passait. toi, tu fais partie des personnes qui ont enfin, une imagerie mentale assez développée? C'est-à-dire que tu peux te projeter dans des situations, tu sais, on peut s'imaginer des souvenirs à droite à gauche. Est-ce que tu arrivais quand même à sortir un peu de la pièce Non, par des dans images ces moments-là, impossibles? c'était impossible. À part être consciente que j'étais bloquée, que je pouvais rien faire, c'était impossible. Et ça a été vraiment très très dur. Heureusement que ça a été que les 2 dernières qui Si tu te m'ont aidée. sens complètement privé de tes Mmh, capacités corporelles ouais, et psychiques aussi, du coup. ouais, je pouvais tellement rien faire. Puis voilà, moi ça fume un peu tout le temps là-haut, quoi. Et du coup, là, ne rien pouvoir faire, même pas une activité simple comme regarder une série basique, enfin voilà, c'était horrible. Ça a duré combien de temps, cette phase? Bah, du coup, c'était tous les 15 jours et j'en ai eu 4, donc 2 mois. 2 mois de léthargie. Non, heureusement. C'était après les chimios, en général, 24 à 48 heures après les chimios. La première, ça m'a rien fait. La deuxième, j'ai senti un petit peu. La troisième, ça commençait vraiment à dépérir. Et la quatrième, je me souviens, j'avais une amie avec moi. Pendant la chimio, j'étais comme ça. En fait, il m'avait apporté à manger. Je sais pas si tu vois le paresseux dans Zootopie. Elle me Oui, dit, dans tu ressembles à Zootopie. ça. On va mettre la scène. Content de te voir aussi. Ah, comme ça, j'arrivais plus du tout. J'étais ralentie. Mais ça, c'était la dernière. Et après, je suis passée à 12 chimiothérapies toutes les semaines, cette fois-ci de Taxol. Une fois par semaine, donc 12 semaines de Taxol. Et en fait, là, j'ai commencé à revivre un peu parce que les effets secondaires n'ont rien à voir avec les EC. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de vraiment passer entre les gouttes des effets secondaires pour le Taxol. Parce que quand mon oncologue m'a donné l'ordonnance des médicaments pour tous les effets secondaires liés au Taxol, je me suis dit, mais je vais jamais en sortir. Il y avait des traitements pour la diarrhée, pour la constipation, pour ce qu'ils appellent des neuropathies. En fait, le Taxol, ça crée des fourmillements dans les doigts et les orteils qui peuvent être irréversibles s'ils ne sont pas traités. Donc moi, j'étais là, putain. Et c'est quoi les risques, tu savais? Tu avais été informé là-dessus? Ouais, bah ouais, C'est les elle m'avait pourcentages, bien hein, en général. expliqué, elle m'avait tout bien expliqué. Après, les Et le pourcentages, je pourcentage sais était faible pas. quand même? Elle m'a pas dit les pourcentages. Je pense qu'elle a bien fait. Parce que, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je me dis, mais si on me donne un pourcentage, je me dis que je fais partie du. Et si c'est majoritaire, enfin, là, je me disais, Et bah, puis on c'est verra prouvé qu'il y a des bien. effets placebo aussi dans la Voilà. démarche de cancer aussi, pour Puis mieux éviter quoi. elle m'avait bien expliqué aussi que le sport limitait les effets secondaires. Donc, elle m'avait dit continuer le sport surtout. Elle m'avait dit, voilà, ça attaque les ongles aussi. Donc, il faudra porter des gants et des chaussettes réfrigérées à moins 25 degrés pendant toute la durée de l'injection, soit 1h30. Ça fait très mal, vraiment, c'est très très douloureux, parce qu'en fait, ça réduit le système veineux et ça empêche à la chimio au maximum d'aller jusqu'au bout des ongles. Donc, c'est pour les ongles et les neuropathies. Donc, il y avait ça, il y avait, je sais pas combien d'autres effets secondaires, franchement. Ben, moi, j'ai rien eu, quoi. Franchement, Tu t'es senti. ouais. Ça t'a soulagé? Ouais. Comment tu l'as pris? Genre cool ou. Ben, ouais, en Il y avait fait, tellement de choses d'à côté, tu peux te dire, bon. moi, je me suis tout de suite dit le pouvoir du mental, quoi. Je me suis dit, enfin, j'ai pas envie de le résumer comme ça, parce qu'il y a des gens, ils ont un super mental et super fort, et pour autant, ils passent, voilà, ils ont tous les effets secondaires, donc c'est pas que le mental. Mais moi, c'est ce qui m'a aidé à tenir, voilà, de me raconter ça. C'est vrai ou c'est pas vrai. Mais en tout cas, je me le suis raconté en me disant, bah, moi, j'ai pas eu envie d'avoir des effets secondaires, j'ai eu envie de continuer à courir, et j'ai rien eu. Donc voilà.
Et ça, je trouve aussi, ça fait partie des inégalités parce que pour le cancer, on imagine que c'est pris en charge à 100%. C'est complètement faux. Et il y a un truc, moi, qui m'insupporte, c'est le terme soin de support. Par exemple, le vernis médical, là je ne l'ai pas, mais normalement je devrais en avoir encore. Le vernis médical, en fait, il y a certaines marques qui font du vernis médical spéciaux justement pour éviter les effets du Taxol sur les ongles. Si on ne prend pas soin de ses ongles avec du vernis et avec les gants réfrigérés, les ongles peuvent tomber. Hein. Donc c'est pas de la beauté, quoi. C'est pas de l'esthétique. Et en fait, le vernis n'est pas remboursé. C'est pas des soins de confort. Du tout. Voilà, c'est pas des soins de confort. C'est pas des soins de support. C'est des soins obligatoires. Enfin, et en plus, le vernis, il faut le mettre 2 fois par semaine sur les mains. Il faut le changer 2 fois par semaine sur les mains parce que ça protège des UV aussi, donc il ne faut pas qu'il soit écaillé du tout. Et sur les pieds 1 fois par semaine. Et puis donc, on sait à ça quel fait point un ça peut être sacré long budget de vernis. bien faire son vernis et tout. Donc, C'était très long. Parce qu'il y avait 4 couches à mettre et du coup, ça met en moyenne 3 heures à sécher. Donc pendant 3 heures, j'étais comme ça. À la charge mentale de ouf de devoir y Ouais. penser et en plus de devoir attendre, Ben ouais. etc. Au début de ton parcours de soins, tu as envie de faire autre chose, peut-être même. Ben En fait, ouais. tu es fatigué, quoi, donc tu as pas Ben envie de ouais. faire ça. Il y a une énorme charge mentale liée au cancer parce que pareil, l'administratif, c'est pas du tout simple. Enfin voilà. Et par exemple, pour le vernis, moi, je voulais le faire moi-même au début. Et en fait, il faut limer les ongles et pas les couper parce qu'ils sont trop fragiles, mais il faut limer dans un sens et pas dans deux parce que sinon ça les abîme. Enfin, c'était très spécifique. Et en fait, moi, j'ai eu un petit désavantage d'être suivie à l'Institut Gustave Roussy, c'est que vu que c'est à 1h30 de route, ben, je ne me déplaçais pas 1h30 pour les soins de support. Enfin, voilà. Ils ne t'ont pas proposé des visios? Eh bien non, parce qu'en fait, je voulais la socio-esthétique pour les ongles. Qu'on me fasse mes ongles, en fait. Et au début, j'ai commencé à le faire moi-même. Et avec ma lime, je me suis à peine éraflé la peau et ça s'est infecté tout de suite. Parce qu'en fait, quand on est en chimiothérapie, on est immunodéprimé. Donc le moindre microbe, le moindre truc, on chope tout ce qui traîne. Et ça s'infectait immédiatement. Là, je me suis dit, mais je peux pas faire ça, j'arrive pas, c'est pas mon métier, quoi. Moi, je sais pas limer les ongles comme il faut, j'ai peur de faire des bêtises, si ça s'infecte, que je fais mal, etc. Du coup, j'ai fait appel à une socio-esthéticienne, mais c'était à mes frais, parce que je n'étais pas soignée à l'hôpital d'Orléans. Et à ce moment-là, est-ce que ça t'a donné envie de dénoncer ça à ce moment-là, ou tu t'es dit, bah, je subis ça et puis on verra ça après parce que faut que je m'occupe de moi, je vais pas commencer à remiliter ou à redénoncer ça. Ou comment t'as vécu ce... Parce qu'il y a une violence aussi de devoir s'occuper de ça, déjà la charge mentale, de tous les effets secondaires à s'occuper. Comment tu l'as pris toi personnellement, de devoir avoir tous ces frais et l'injustice en fait qu'il y a derrière? Bah, en fait, au début, j'étais encore dans ce tourbillon, quoi. J'ai mis un petit peu de temps à sortir du tourbillon. Je pense que ça a commencé un peu à la fin de mes chimios, puis enfin voilà, la perte des cheveux, il y avait tellement de choses à assimiler, la ménopause aussi artificielle qui me faisait des bouffées de chaleur, plein de problèmes gynéco, enfin voilà, c'était très compliqué. Tu m'as dit que tu avais commencé rapidement la chimiothérapie, que tu avais des effets secondaires assez lourds. Mais moi, je t'ai vu assez rapidement, tu avais déjà perdu tes cheveux à ce moment-là. Et tu sortais en fait, parce que tu sais, tu étais immunodéprimé aussi. Donc tu peux te dire, bah, vaut mieux rester chez soi ou sortir, mais pas avec du monde autour. Mais tu étais encore milité, toujours un petit peu. Est-ce que tu devais faire attention? Est-ce que c'était quelque chose de t'as pris des risques ou à ce moment-là, ou comment ça s'est passé? Alors j'ai pris 0 risque pendant toutes mes chimios parce que si je tombais malade, pour se sortir ne serait-ce que d'un rhume en chimiothérapie, c'est l'enfer. Parce que vu que tu es immunodéprimé, ben, ton corps il se bat pas contre le microbe. Et ça risquait d'annuler des chimios en fait. Parce que tu peux pas recevoir une chimio si tu es malade. Et moi, ça c'était ma crainte immense. Je voulais faire absolument toutes mes chimios, n'en rater aucune, n'en décaler aucune. Parce que pour moi, la date de fin c'était 23 septembre. Et le 23 septembre, j'en parlais plus. Et finalement, je sais pas si tu es une personne disciplinée, mais si on l'est pas dans ces cas-là, on se donne pas de chance de guérir, ou pas de guérir, de mieux accompagner sa thérapie. Ouais, C'est c'est pas encore beaucoup plus médical, quoi. compliqué. Après, moi, tout s'est fait très naturellement sans que j'ai besoin de me poser de questions. J'ai pas cherché, par exemple, à réduire ma consommation d'alcool, ça s'est fait tout seul. J'ai pas cherché à le contrôler. Je fumais des fois en soirée, ça s'est arrêté aussi tout seul. Et effectivement, j'ai continué une vie la plus normale possible. Je continuais à aller militer quand il y avait des sujets qui étaient importants pour moi. Je continuais à sortir avec mes copains. Je continuais à aller faire du bénévolat parce que je suis bénévole dans un bar associatif. Enfin, voilà, tout ça, je continuais. Par contre, le masque FFP2 en permanence. Et le seul moment
où je me suis autorisée à prendre un risque, mais c'était avec l'accord de mon oncologue, c'est pour faire la fête de l'humain. La fête de l'humain, t'as été à la fête de l'humain Oui, du coup. c'était les Incroyable. 90 ans. Je suis arrivée au rendez-vous, je lui dis s'il vous plaît, je peux aller à la fête de Moi, j'ai l'humain. jamais été à la fête de l'humain en plus. Et toi, tu y vas alors. C'est trop bien, c'est trop bien. Ah, mais ça attendait, en plus, on était 610 000. Bon, pour le coup, je suis tombée malade. Non, Même oui. avec le masque FFP2, là, 610 000, je suis tombée malade. Mais c'était sur la fin de mes chimios, donc c'était bon. Et j'avais Tu fini regrettes mes pas. chimios. Non, c'était tellement important pour moi que Ça t'a donné de la force, psychologiquement, finalement, ouais, ouais. voilà, ouais. Du coup, on peut parler aussi de toi, la mise en place de tout ce qui est à côté. On parlait de soins de confort. T'as appelé ça comment déjà? Soins de support. Soins de support. À partir du moment où tu perds tes cheveux, tu perds de la pilosité beaucoup. Est-ce que toi, tu as mis en place des choses pour justement pallier à ça ou genre t'assumer à fond? Ou comment tu as vécu aussi cette perte on va dire, une perte un peu de soi-même, d'esthétisme, parce qu'on essaie de se faire beau en général, donc, ou de se faire belle. Donc comment ça s'est fait? Bah, en fait, moi, j'avais anticipé du coup la perte de mes cheveux, vu qu'elle m'avait très bien expliqué. J'avais été dans une boutique spécialisée à Paris parce que moi, je voulais pas de perruque, je voulais des turbans. En fait, ça, c'est pareil, je trouve que c'est une inégalité assez importante parce que les hommes, en général, je dis bien en général, mais ils vont moins avoir besoin de perruques souvent que les femmes, ou d'accessoires pour la tête, en tout cas pour recouvrir la tête. En fait, dans l'imaginaire collectif, la perruque, elle est remboursée, elle l'est pas. Donc encore une violence supplémentaire. Voilà, il peut y avoir une fausse perruque en cheveux synthétiques, donc ça gratte, c'est pas confortable. Souvent, c'est pas vraiment esthétique. Ils font des trucs de mieux en mieux, mais franchement, voilà, qui est remboursé partiellement, ou alors il faut un truc partiel avec un bandeau sur le dessus. Enfin voilà. Et moi, par exemple, pour mes turbans, puisque j'ai choisi de ne pas avoir de perruque, ça a été un véritable enfer avec la Sécu. Et ça fait partie de la charge Ça coûte combien à administrative. peu près, ce genre de choses? Alors moi, j'avais payé 49 € par turban, j'en avais pris 2 pour pouvoir changer. En fait, la boutique était très bien, ils étaient agréés Sécu, très mode en plus, enfin, c'est des accessoires que je réutiliserai, même avec des cheveux très beaux, j'étais très contente de mon choix. Et en fait, la Sécu a mis 8 mois à me rembourser. Et il a fallu que je bataille, je les ai appelés 6, 7 fois, je tombais jamais sur la même personne. Et en fait, ils étaient mais incapables de me dire pourquoi ils ne voulaient pas me rembourser. Alors que c'est marqué noir sur blanc sur leur site. Je leur ai retrouvé le tableau. En leur disant, voilà, il y a un tableau sur votre site qui dit que c'est remboursé dans telles conditions. Je rentre dans les conditions, j'ai l'agrément Sécu, j'ai tout. Vous ne voulez pas. Et en fait, ils Tu étaient... avais fait une sorte de dossier, tu avais envoyé des documents. Tout, ils ne voulaient pas. Mais moi, ce qui m'est agacé, c'est qu'ils ne pouvaient même pas me dire pourquoi. Ils me disaient, ah, c'est peut-être parce que... Mais dites-moi ce qui ne va pas, je le fais. Et en fait, Donc ils sont peut-être pas aussi formés sur ces choses-là, ou c'est pas assez fréquent. C'est le gérant de la boutique, c'est le gérant de la boutique qui a dû intervenir. Et grâce à lui, ça s'est débloqué. J'ai été remboursée 8 mois après. Mais en fait, je me suis aperçue que typiquement, quand il y a les gens qui râlent sur les fonctionnaires, c'est très révélateur, je trouve, ce type de situation. Parce que là, on voit bien que c'est pas un problème que les fonctionnaires foutent rien ou je sais pas quoi, comme dans l'imaginaire de beaucoup de gens. Pas chez nous en tout cas, ça c'est sûr qu'à plus Info assez. Gaucho, on considère pas ça. Mais... Il y en a plus assez, des fonctionnaires, et ils sont plus formés. Et en fait, on se retrouve sur des plateformes téléphoniques où c'est pas forcément des gens compétents pour ces sujets-là. Il devrait y avoir des personnes spécifiques, des services spécifiques aussi. Mais surtout c'est pas pour le cas, le quoi. cancer, quoi. Enfin, je veux dire, le cancer, c'est une épidémie. Enfin, il y a de plus en plus de gens atteints de cancer. Il y a une explosion de nombre de cancers en France. Et à la Sécu, il n'y a personne de spécialisé. Moi, du début à la fin, ça a été une galère sans nom. Pour mon arrêt maladie, il n'y avait que des problèmes. Pour les remboursements de mes premiers soins, il n'y avait que des problèmes parce qu'ils avaient déclaré l'affection longue durée, mais ce n'était pas la bonne date. Du coup, tous les trucs avant, je n'étais pas remboursée. Ils étaient incapables de changer la date de mon affection longue durée sur l'ordinateur. Ça a été... Mon oncologue, elle m'a dit, je n'ai jamais vu ça en 20 ans. Enfin, c'était l'enfer. Franchement... Moi, je me souviens qu'il m'avait donné trop. À une période, il m'en avait repris, mais il m'avait pas forcément prévenu. Il m'avait fait un prélèvement comme ça. Parce qu'il y a la AH, il y a un autre truc, il y a aussi la CAF qui donne de l'argent. Donc tu navigues entre deux organismes, mais eux, ils doivent aussi s'envoyer les trucs. Les paiements ne sont pas au même moment. Et donc, en fait, il y a un enfer administratif et puis des mises à jour
un peu automatique, des courriers qui arrivent, des notifications. Et donc toi, en plus, tu dois surveiller ta boîte Ouais, mail. ouais, ouais. Des fois, après, si tu dépasses la date, bah, c'est mort, faut refaire la demande. Enfin, du coup, tu te plonges aussi là-dedans. Et c'est une charge mentale supplémentaire. Et en tout cas, moi, en tant que personne handicapée aussi, par ma pathologie, je l'ai vécu comme une violence supplémentaire dont t'as pas à t'occuper. Donc j'imagine que toi aussi, du coup, ça se rajoute en plus à... Mm. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi compliqué. J'ai dû faire des dossiers pour tout, en permanence, pour mon employeur, pour la sécurité sociale, pour la mutuelle. Pendant mes chimios, j'ai sollicité une aide ménagère. J'ai pas eu droit. J'ai rappelé des mois après mon opération, du coup, parce que là, je pouvais plus bouger le bras gauche, hein, donc voilà. Et là, ils me disent, ah oui, mais vous avez le droit, mais pourquoi vous l'avez pas demandé pendant vos chimios? Je dis, bah, vous m'avez dit que j'avais pas le droit. Bah si. Enfin, et en fait, tout est compliqué, mais c'est... Il y avait personne pour m'aider, quoi. Personne. Et j'ai trouvé ça assez fou. Mais justement, moi, je voulais te poser la question de ton entourage, les gens, ta famille, tes amis, etc. Comment ça s'est passé? Comment tu as été accompagné? Est-ce que tu avais du monde régulièrement? Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as été accompagné? Ouais, moi, j'ai été super entourée. Franchement, mais j'ai jamais été seule en chimio, sauf quand je le souhaitais. Mais j'ai toujours été accompagnée en chimio par mes copains, par ma famille. Ma famille, ils sont de Toulouse et ils sont venus régulièrement, 3 fois. Ils sont venus pour 2 chimios et pour mon On opération. rappelle que Orléans, pour les gens qui sont pas à Orléans, Orléans, c'est quand même très loin de Toulouse. On a Ouais, combien? On est à 500 km, quelque chose comme ça? 600, ouais, 600, hein, 500, plus 600, 600. ouais, quelque chose comme ça. Donc, ouais, ouais, ils sont venus. Ma sœur est venue d'Italie aussi, voilà. Donc, ils sont venus à Noël parce que moi, j'ai passé Noël en soins, du coup, je pouvais pas bouger. Je me souviens de tes stories aussi où Ouais, tu disais est-ce que ça va pouvoir se goupiller, tu vas pouvoir partir ou pas, et du coup malheureusement t'as ouais, dû rester ici. Mais du coup ils sont venus donc ouais, ouais. ouais. Comment ça se matérialise un accompagnement dire familial, amical? Est-ce que tu passes des moments avec eux, vous faites des sorties, ils viennent plutôt chez toi, on s'appelle régulièrement, comment ça se matérialise? Bon, un peu tout, hein. Enfin, moi, j'ai essayé de faire en sorte que la vie reste telle qu'elle était, enfin, hormis par les contraintes techniques, voilà, de ne pas pouvoir bouger ou des choses comme ça, parce que du coup, j'ai pas eu de vacances pendant 1 an. Mais non, pour moi, je voulais que rien ne change, en fait, au maximum. Et ben, voilà, par exemple, cet été, quand ma famille est venue, ben, il faisait super chaud, j'étais photosensible, etc. Mais je me tartinais de crème en permanence parce que je voulais pouvoir me balader normalement. Enfin, donc non, pour moi, tout ça, c'était à peu près normal, quoi. Enfin, Et du coup, je voulais quand même. Bah, du coup, là, on est un peu en rapport aux autres. Bon, là, c'est les gens qui t'accompagnent, mais les gens qui sont pas au courant, quand tu annonces aussi que tu as un cancer, que tu as telle ou telle difficulté, est-ce que tu. Comment sont les réactions? Comment tu ressens les réactions? en fait, pour moi, ça a été un des pires trucs, les annonces. Et à un moment donné, j'ai arrêté d'annoncer, j'ai fini par envoyer des SMS. J'en pouvais plus. Parce que, en fait, j'appelais les gens au maximum, je voulais l'annoncer au maximum en live, enfin, autant que je pouvais, quoi. Et en fait, j'en veux pas aux gens des réactions qu'ils ont pu avoir, mais il y a plein de trucs où je pense que les gens se rendent pas compte. Et notamment, une des pires phrases que je peux plus entendre, j'arrive plus à l'entendre, c'est ça se soigne bien. Non, ça se soigne pas bien. On en meurt moins, mais ça se soigne pas bien. Quand on se soigne pendant 8 ans, que du coup, ça amène. C'est quelque chose que j'ai dit, moi, à des gens qui. Ouais. Aussi, ouais. Ben Que ouais, ça. mais c'est Il y avait normal. des taux, ouais. Mais même moi, Mm. je peux le dire, tu vois. Quand les gens sont inquiets, je dis non, mais ça va, ça se soigne bien. C'est pas. C'est pour Mais ça t'as que c'est envie pas une de rassurer les critique. gens aussi, Voilà, parce c'est que pour tu ça sais que qu'ils c'est peuvent pas être une dans une critique. fragilité et tu as Ouais. envie de leur donner de l'espoir et voilà. Voilà, donc il y a cette phrase-là, et puis après, je trouve que ça a eu un effet un peu radical de faire un grand tri dans ma vie tout de suite. Parce qu'en fait, ben, c'est bête, mais on s'aperçoit vite que ben, ceux qui sont là que pour les bons moments, ben, c'est pas des proches en fait. Donc ça sert à rien. Et c'est pas des gens que je vais retenir. Et ceux qui sont là dans les bons comme dans les pires moments, et ben, ceux-là, il faut absolument les garder. Et c'est des vrais, quoi. Et voilà, et quand j'étais dans le dur, c'était eux qui étaient là, et voilà. Et ça, c'est le plus important. Mais les annonces, ouais, c'était chaud, hein. Il y a des phrases qu'on sort qui sont... waouh. De ce que toi tu reçois comme. Ouais, T'as ouais, des ouais. exemples hein, où tu veux en parler? On m'a sorti, c'est sans doute parce que tu faisais trop la fête. Voilà. Des copines de cancer qui ont reçu des phrases aussi, mais juste horribles, en mode oh, bah, ça va, c'est que des cheveux, ça va repousser.
ou bien bah, ça va, tu vas pas devenir nonne non plus, enfin voilà. C'est ce qu'on peut se représenter du cancer, c'est la perte de cheveux pour les gens. Donc c'est peut-être une des premières phrases qu'on sort à quelqu'un pour essayer de le rassurer, je sais pas quoi. Mais c'est Ouais. vrai que ça... Bah, en fait, tu vois, par exemple, typiquement, là, moi, au bout d'un moment, j'en avais plus rien à foutre d'être chauve. Je sortais comme ça et tout. Mais là, par exemple, la repousse, c'est un des pires moments, je trouve. Parce qu'en fait, ouais, ça repousse. Maintenant, on dirait plus que je suis malade et tout, donc c'est cool. En vrai, je trouve pas ça moche, c'est pas la question. Mais en fait, c'est une coupe que j'ai pas choisie. Mmh. Et pour avoir quelque chose que j'aime, c'est-à-dire minimum ça de longueur, Mm. mais ça va prendre un an et demi. Et en fait, je me dis, mais c'est super long de retrouver une image que tu choisis, qui te plaît. Tu vois, et je me dis, mais les gens, ça, ils s'en rendent pas compte du tout. Et même moi, je m'en rendais pas compte au début. Parce que je me disais, quand j'ai vu ma repousse de cheveux au tout début, là, j'appelais ça les piou-piou, là, les petits cheveux de bébé, là. Je dis, ah, ça repousse, trop cool. Et là, je me dis, putain, ça repousse, À une c'est long. vitesse. C'est trop long. C'est trop, Bah, trop long. comme dans Zootopie, en fait, hein, c'est vraiment c'est tout. Ouais. C'est très long, quoi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta mastectomie, comment ça s'est passé, et comment tu as été accompagnée dessus, et comment ça t'a affecté aussi? Ouais. Alors, la mastectomie, c'est une ablation du sein, du coup. Ça a été à ma demande, parce qu'initialement, on me proposait une tumérectomie, donc c'est enlever la tumeur. Et moi, j'ai demandé tout de suite une ablation, qui a été acceptée parce que je pense que Enfin, je dis je pense parce que j'en suis pas certaine. En fait, ça fait partie des choses que j'ai pas eu le temps de traiter dans les informations, dans toutes les informations que j'ai eues. Mais je pense que c'est parce que j'avais un risque de récidive un peu plus élevé si j'enlevais que la tumeur. Donc, ils ont accepté de m'enlever le sein. Et ça, c'est pareil, je trouve que ça fait partie des inégalités de traitement en France en fonction de l'endroit où on est. On n'a pas forcément les mêmes capacités de reconstruction. Par exemple, à Orléans, je crois que c'est au CHR, et je ne vais pas dire de bêtises, mais ils ne proposent pas de reconstruction immédiate, ce qu'on appelle la reconstruction immédiate. C'est-à-dire que moi, dans une même opération, je m'endors, j'ai mon sein, je me réveille, j'ai mon sein reconstruit. Alors qu'ils m'enlèvent tout et ils me reconstruisent dans la même opération. Ce qui fait que sur le plan psychologique, l'impact n'est pas du tout le même. Parce que se réveiller sans sein, ben, c'est très compliqué, déjà. Et puis en plus, mon chirurgien m'expliquait bien aussi que pour reconstruire après, derrière une ablation complète, et reconstruire quelques années après, ça se fait. Voilà, ils savent le faire. Mais c'est une opération peut-être un petit peu moins simple, et surtout, il y a plus de cicatrices du coup. Parce que là, vu que c'est en une seule opération, j'ai une cicatrice sous le sein et c'est tout. Donc on ne voit rien. Le résultat esthétique est bluffant, franchement. Et puis en fait, il existe différents types de reconstruction. Du coup, j'ai appris tout ça. Moi, je savais même pas que les reconstructions existaient, hein, qu'on pouvait refaire la forme, etc. Ouais, mais en fait, on garde la peau du sein et puis on reconstruit en dessous, quoi. D'ailleurs, je savais pas qu'il y avait, tu pouvais faire l'ablation ou juste te faire retirer la tumeur. Je pensais que c'était obligatoirement une ablation, tu vois. Donc, Non, ouais, il y en a qui retirent que la tumeur. Enfin, voilà, ça dépend vraiment des profils médicaux, du risque de récidive, de la demande de la patiente, enfin, de plein de choses. Et moi, du coup, j'ai une reconstruction immédiate avec prothèse. J'ai pas eu le choix, moi, du mode de reconstruction parce que j'avais de la radiothérapie. Et en fait, les rayons abîment la peau et le type de reconstruction. Ça peut abîmer la prothèse, mais c'est plus rare. Moi, par exemple, j'ai eu 0 problème avec la prothèse pendant ma radio. Et en fait, je pense me refaire réopérer dans quelques temps. Il faut attendre 6 mois, 1 an après la radiothérapie pour le faire, mais je pense le faire avec ce qu'on appelle la méthode Dieppe. Donc en fait, ils retirent de la peau du ventre et de la graisse du ventre pour reconstruire le sein avec. Ce qui fait que le résultat est plus naturel parce qu'en fait, c'est ton propre corps. Puis moi, je trouve ça aussi symboliquement chouette que ce soit ton corps qui te répare et qui te soigne. Et du coup, il n'y a pas de corps étranger aussi. C'est une sensation qui est un peu difficile pour moi, la prothèse. Parce que je la sens, quand je cours, je la sens. Quand je m'étire comme ça, je la sens glisser sur le pectoral. Parce que le poids aussi est, Ouais, est le différent. poids d'une prothèse, une prothèse c'est très C'est lourd. lourd, ouais. Donc du coup, faut savoir en plus que ça n'a rien à voir avec une opération d'esthétique parce que quand les femmes font une augmentation mammaire, elles ont encore la glande mammaire. Donc du coup, ils rajoutent une prothèse qui n'est pas forcément très grosse
pour combler l'augmentation qu'elles souhaitent, par exemple. Ce qui fait que la lourdeur, elles vont la sentir, bien sûr, mais beaucoup moins qu'une femme qui est opérée, où on enlève tout ce qui est à l'intérieur du sein, et la prothèse doit remplir tout ce qui est à l'intérieur du sein. Donc, c'est une prothèse comme as, quoi, pour un bonnet comme le mien. Donc, c'est très lourd. Et puis voilà, dès que je m'étire, dès que je fais des mouvements, je sens la prothèse glisser sur le pectoral. C'est très désagréable comme sensation. En tout cas, moi, j'aime pas ça. Il y a des patientes qui... Pas de problème, moi, j'aime pas ça. Et puis après, il y a d'autres modes de reconstruction que je connais moins parce que je vais m'orienter dessus, mais il y a le grand dorsal où ils enlèvent une partie du muscle du dos, ils reconstruisent. Il y a les cuisses où ils reconstruisent avec, etc. Enfin, c'est assez incroyable maintenant ce qu'ils sont capables. Est-ce que c'est une chose à laquelle tu as pensé rapidement quand on t'a diagnostiqué ton cancer, que tu allais potentiellement perdre un sein ou que tu allais devoir refaire, enfin que ça allait t'affecter de ton propre corps et esthétiquement, psychologiquement, comment? C'est le premier truc auquel j'ai pensé quasiment parce que je pense qu'inconsciemment, je voulais éviter la chimio. Je pense que je voulais échapper à la chimio et du coup, tout de suite, j'ai même pas pensé à la chimio. Je me suis dit: «J'en aurai pas, enfin, j'espère que j'en aurai pas» et je me suis dit: «Ah bah, on va me proposer d'enlever le sein et ce sera fini. Voilà, c'est bon, il y a plus de sein, du coup, il y a plus de cancer, quoi». Bah non, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi et surtout, j'avais pas conscience aussi des impacts que ça avait parce que, vu qu'on retire, tout, en fait, il y a plus de sensibilité du tout. Donc quand je touche, je sens plus le froid, je sens plus le chaud, ma peau elle est complètement anesthésiée. On me pique, j'ai plus de douleur et ça, c'est très particulier. Franchement, ça a été quelque chose d'assez difficile à appréhender parce que c'est à vie, ça reviendra pas. Ça impacte, beaucoup dans mon quotidien, ne serait-ce que quand je me douche, ça me fait toujours un truc, hein, de passer dessus et de rien sentir, quoi. Parce que du coup, il est là sans être là, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Puis bon, dans la vie intime et tout, ça a aussi beaucoup d'impact. Enfin, c'est très, très particulier, quoi. Mon corps n'a pas arrêté de changer, d'être tripoté dans tous les sens, par tous les médecins de la terre. Et en fait, pendant un moment, je me souviens d'avoir dit à ma psy: «Mais en fait, mon corps, il est plus à moi, quoi. Il m'appartient plus du tout, il est» et d'ailleurs, j'ai un livre que je conseille qui est génial, c'est une BD qui a été faite par, une dessinatrice qui a été atteinte du cancer du sein, qui s'appelle Punk à sein Punk à sein? et Punk elle à est chien, du coup. ouais, voilà, c'est exactement ça et c'est très drôle, enfin, il y a beaucoup d'humour et moi, je me suis retrouvée dans plein de choses qu'elle met dans la BD et à un moment donné, elle dit quelque chose d'hyper juste, je trouve. Elle retrouve ses copines de cancer au café et elles viennent toutes avec leur corps sur un chariot à roulettes qu'elles tirent avec une laisse et en fait, le corps, il est à côté, quoi. Il est plus là, il est là à côté mais enfin, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre et moi, je me dis: «Mais avant de pouvoir, retrouver une intimité avec d'autres personnes ou voilà, faut déjà que je me retrouve moi-même, quoi et ça, c'est très long. Enfin, je trouve ça extrêmement long, vraiment. Comment tu vis maintenant? Parce que là, ça fait presque un an. Mmh. Là, quel est ton état de forme actuel, ton état d'esprit, comment ça va? Là, je suis dans ce qu'on appelle l'après-cancer, même si c'est pas l'après parce que l'après, ce sera quand je serai guérie, j'espère. Mais, en fait, ça, c'est une phase, pareil, dont les gens parlent pas beaucoup. On m'avait un petit peu prévenue que ça allait être dur, mais je pensais pas à ce point-là. Parce qu'en fait, c'est, quand les soins s'arrêtent, donc moi, la radiothérapie s'est terminée le 12 janvier. Quand ça s'arrête, tout à coup, on se rend compte qu'on refait, en fait, tout le fil de tout ce qu'on n'a pas eu le temps d'assimiler parce que tout va tellement vite qu'on n'a pas le temps de vivre les émotions, qu'on n'a pas le temps de vivre les choses et cetera et moi, je me suis, mais effondrée, quoi. C'était horrible. Franchement, après, voilà, je suis quelqu'un d'assez résilient, donc j'ai vraiment une capacité de rebond et tout ça. Puis voilà, j'ai un suivi psy depuis longtemps, ça m'aide énormément. Je suis très accompagnée par ma famille, mes proches, mes amis, et cetera, donc heureusement. Mais ça a été une phase très dure. Là, j'ai l'impression de commencer à en sortir un peu, de revivre, en fait, tous les traumatismes que j'ai pas eu le temps de traiter. Une trau- Heu, Quel type de traumatisme? la biopsie, là, j'ai pas encore fait partir le signalement lors des médecins, c'est compliqué, j'ai du mal. De revivre aussi l'annonce du cancer, la perte de mes cheveux, tous ces moments. Enfin, il y a pas longtemps là, j'ai entendu une chanson à la radio que j'ai entendue, en boucle en fait, quand j'étais dans la salle d'attente pour ma mastectomie, mon ablation du sein. Il y avait une télé qui passait des clips en boucle et j'ai entendu la chanson et ça m'a rappelé cette journée-là qui était ultra stressante. Enfin, j'ai eu en plus des problèmes, j'étais pas sûre d'être opérée, enfin ça a été très compliqué. Et donc, il y a plein de trucs comme ça qui reviennent et que je me refais le fil. Et en fait, ce qui est plutôt chouette, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à adhérer à des associations locales et nationales pour les personnes atteintes de cancer. Et Tu peux en parler si tu notamment, veux, ouais, enfin donner les noms?
Je suis avec les Roses Poudrées et avec l'association Jeunes et Roses pour les femmes jeunes atteintes du cancer du sein. Et avec Jeunes et Roses, j'ai pu bénéficier d'un atelier en visio d'écriture. Et c'était génial parce qu'en fait, c'était une biographe, je crois qu'on dit, qui nous proposait un atelier sur le thème les murmures de mes blessures. Et elle nous faisait faire des petits exercices, etc. Puis ensuite, elle nous faisait écrire un texte que j'ai mis sur les réseaux, du coup, que j'ai écrit. Et en fait, ça a été très intéressant On le parce mettra que... sur... Ouais, parce qu'en fait, ça m'a permis de retracer tout mon parcours de soins en un texte et de clôturer quelque part quelque chose. Parce que du coup, j'ai énormément pleuré quand je l'ai lu, ce qu'on devait lire aux autres participants et tout. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré quand je l'ai lu parce que j'ai pris conscience, en fait, de tout ce qui m'arrivait. J'ai posé des mots dessus. Et puis, je me suis dit, ma dernière phrase, c'est « Mon corps me laisse désormais le choix ». Et là, je me suis dit, putain, ça y est, je suis libre, quoi. Ah putain, j'avais même pas réalisé, en fait, ça y est, je peux faire des C'est trucs, là. tellement progressif, en Ouais. fait, que tu t'en rends pas compte que tu es dans une nouvelle phase de ta vie. Ouais, c'est ouais. ça. Et du coup, je me suis dit, en fait, je suis libre, je peux partir en vacances, je peux faire plein de trucs. Et oui, ok, j'ai 7 ans de traitement, voilà, ça va être compliqué, mais je peux faire plein de trucs, en fait. Du coup, je voulais revenir avec toi aussi sur la partie où il y avait de la solidarité, parce que tu me parlais que tu avais des copines, comment tu appelais ça, tes copines? Les copines de Les cancer. copines de cancer, comme ça. Et comment tu as été mis en contact? Comment ça t'a servi? Est-ce que vous donniez des nouvelles régulièrement? Comment ça se passe? Non, c'est plus indirect, c'est par les assos, en fait, que j'ai cités, où ils organisent des événements, on a droit à plein de trucs, en fait. Il y a j'ai eu une dégustation de chocolat, du coup, on se retrouve à ces moments-là, on a un groupe WhatsApp dans lequel on a des nouvelles les unes des autres régulièrement. Et puis, moi, j'ai noué des liens assez forts avec ma copine de chambre, à Gustave Roussy, quand on a été opérés de la même chose, et on a partagé notre chambre pendant 3 jours. Et on va courir le semi-marathon de Paris ensemble avec Gustave Roussy. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, elle a pris son dossard il n'y a pas longtemps. C'est grâce à toi, du coup, parce que Je tu lui en lui en ai parlais? parlé, ouais, et Ok. elle courait beaucoup plus que moi pour le coup avant. Elle faisait des trails et tout, elle était plus dans la compétition sportive et tout, que moi je connaissais pas. Et elle hésitait à le faire, et puis voilà, on s'est dit on va courir ensemble aussi, c'est chouette. Et elle, ouais, j'ai noué des liens forts, je trouve, avec elle. On a partagé quelque chose de très particulier quand même. Donc elle s'entraîne aussi ou... Ouais, elle s'entraîne, Ok. ouais. Elle m'envoie ses plans Elle a commencé plus d'entraînement. tardivement du tout, un petit peu plus tardivement Oui, que après, toi? comme Ok. moi, elle avait jamais arrêté l'activité physique. Ouais. Ok. Là aujourd'hui, quel type d'activité tu fais là, vu que ça va mieux? Comment ta vie change? Parce que tu dis que tu es dans une nouvelle phase, tu dis que tu sors un peu plus, comment ça se matérialise? En fait, depuis mon opération, puisque j'ai pas pu faire de sport pendant à peu près 9 semaines, progressivement, en fait, j'ai commencé à reprendre l'activité physique, mais j'avais beaucoup de restrictions. Voilà, mon chirurgien était très à cheval sur comment on reprend et tout. Donc au début, c'était que de la marche, quoi. Et en fait, je commençais à paniquer parce que je voyais le semi approcher. Et je me disais, mais comment je vais faire pour faire 20 km alors que là, je peux même pas courir du tout et qu'on est en décembre. Et en fait, j'ai eu l'idée de rentrer à pied de la radiothérapie, puisque c'est à l'hôpital de la Source. Et moi, j'habite en centre-ville, donc ça fait 11 km à pied. Donc C'est je me assez disais, loin parce que Orléans, en fait, c'est une commune qui est très ouais, tout en allongée longueur, ouais. et la fac et l'hôpital sont à côté, mais c'est vraiment loin du centre-ville. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ça me permettait de faire 11 km. Et petit à petit, comme Donc ça, 2 heures, un peu plus de 2 heures ouais, de à marche, peu quoi. près, ouais. Et petit à petit, quand j'ai commencé à pouvoir reprendre la course très progressivement, pareil, je rentrais en courant, marchant. Et puis petit à petit, j'ai recommencé la course à pied avec, au départ, ce qui a été difficile, c'est de séparer la performance du plaisir. Parce qu'en fait, je constatais que j'avais énormément perdu, en fait, de capacité. Que ce soit au niveau cardiaque, je sentais que mon cœur s'emballait beaucoup plus vite, que ce soit au niveau de ma vitesse, de mon allure, etc. Enfin, je me disais, Et des mais douleurs aussi, peut-être? non, alors Non, ça pour le allait? coup, ça pareil, Ok. c'est des effets secondaires de mes traitements, par exemple les douleurs articulaires et musculaires, moi j'en ai pas. Donc voilà. Trop bien. Mais du coup, voilà, c'était dur pour moi de perdre ces capacités-là. Et en fait, j'avais tendance, à un moment donné, mais ça n'a pas duré longtemps, où je prenais plus aucun plaisir à courir parce qu'en fait, j'essayais de tabasser, quoi. Et c'était horrible parce que j'arrivais pas. Et ça me frustrait. Tu courais quelques centaines de mètres et... Non, en fait, j'arrivais Ok. à courir même longtemps, mais très lentement, quoi. Et ça m'insupportait. Et en fait, je me suis dit, mais arrête.
faut que tu arrêtes ça. Et tu cours parce que tu as envie, parce que ça te fait plaisir. Et en fait, petit à petit, et là, j'ai retrouvé mon rythme d'avant. Je crois même que je suis un tout petit peu meilleure qu'avant. C'est-à-dire, c'est quelle allure à peu près Entre 6,20 et 6,30 quand je suis au top de ma forme. Ok. Sinon, je suis à peu près à 7,30. Ce qui fait combien de kilomètres heure à peu près? Bah, c'est 7,30 minutes par kilomètre. Ouais. C'est comme ça qu'on compte après Ouais, kilomètre. oui, Je après, sais oui, pas. après moi non, parce que Faudrait moi que j'ai je des prenne mon appli kilomètres pour te dire, je sais pas convertir. les kilomètres. Effectivement, pour les gens qui courent, c'est un peu plus parlant. Ouais, puis moi, j'avoue que j'ai pas du tout les sigles, le Ouais. langage du coureur, parce que vu que Bah, je suis t'apprends, une au coureuse fur et à du mesure. dimanche, voilà, moi, je commence là à regarder la VO2, les trucs comme ça, je comprends pas Tu tout, regardes une mais fois Trail du Mont Blanc, comme ça te motive un peu. je comprends pas tout, mais je regarde. Tu parlais de santé psychologique aussi, des effets que ça a pu avoir sur toi. Est-ce que tu as été accompagné? Parce que tu disais que tu as pleuré. Est-ce que tu as eu des moments de déprime, de dépression? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as été accompagné du coup? Alors, bah, moi, j'avais déjà une psy d'avant. Ça fait 7 ans que je suis en analyse. Donc, j'ai continué, heureusement qu'elle était là hein, aussi. Voilà, ça a été un soin extrêmement important pour moi, des temps importants pour moi. Maintenant, en oncologie, il existe des psys hein, dans tous les hôpitaux de France qui peuvent prendre en charge les patients. Maintenant, voilà, ça dépend des hôpitaux, tout ça, mais c'est souvent une prise en charge limitée au cancer. Et je trouve ça un peu dommageable qu'il ne puisse pas y avoir une prise en charge au long cours, même une fois que le patient est en rémission, voire guéri, bah parce que le cancer, ça soulève quand même pas mal de questions. Enfin, pour moi, en tout cas, un des trucs qui a été important, c'est de trouver mon propre sens à ce qui m'arrivait. Parce qu'en fait, les causes du cancer, on ne peut pas les connaître. On sait les pesticides, voilà, tout ça on La sait. bouffe On sait que maintenant, voilà, la nourriture, l'alcool, même la la pollution sédentarité, de la l'air. pollution, plein de choses, on sait plein de choses. D'ailleurs, j'étais un peu folle là en voyant, attends, c'est quoi le plan pluriannuel de Macron là, où il a parlé des cancers. J'ai arrêté de regarder après, on va lutter contre le tabac, on va lutter voilà, la consommation d'alcool. Et en fait, c'est le patient qui est responsable à 100% de son cancer ou je rêve là? Parce que non, hein, c'est multifactoriel. Il y a un aspect génétique. Moi, j'ai une recherche génétique et tout pour voir si j'avais les gènes, la mutation génétique du cancer. Enfin, il y a plein de trucs. Le travail aussi. Oui, le travail. Bah, typiquement, ça tombe bien que tu en parles de ça parce que quand on m'a annoncé mon cancer, donc le 8 avril, je suis sortie. Le premier truc que je me suis dit, c'est le travail, c'est plus possible, quoi. Et là, je me suis entendue le dire. Je me suis dit, mais putain, mais comment ça se fait que tu penses au travail, là? Et je me suis dit, mais... Enfin, voilà, moi, j'ai été broyée par mon employeur, hein, littéralement. Hein. J'étais extrêmement maltraitée dans mon travail. Et bah, du coup, je n'y retournerai pas, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. J'y retournerai pas, là, j'ai trouvé un autre travail qui me convient beaucoup mieux. Et en fait, il y avait, pour moi, c'est important parmi tous les facteurs qui existent, qui peuvent expliquer la cause du cancer, de trouver mes propres causes à moi, de trouver mon explication psychique aussi à ça. J'ai pu trouver, donc ça apaise aussi. Il y a des personnes qui veulent rien en savoir, mais... Et puis ça peut aussi aider, même si des malaises, des traumatismes ou de la maltraitance au travail n'est pas à la cause de ton cancer, tu peux te dire j'ai plus envie de subir tout un tas de choses après à la phase dans laquelle je suis passé. Même moi, tu vois, quand j'ai commencé à avoir des problèmes auditifs avec des acouphènes, je me suis dit il y a des choses que je ne veux plus subir dans le monde professionnel avec mes expériences et tout. Et donc tu veux plus prendre soin de toi. Donc même si c'est pas des causes, tu as envie de rayer des trucs en fait dans ta vie. Ouais, complètement. Et ça a été radical hein, pour le coup. Hein. Moi, ça a été très rapide. Hein. Et maintenant, tu te diriges vers quel milieu professionnel? Tu veux en parler? Ben, je reste dans mon métier, voilà, mais j'ai trouvé un employeur beaucoup plus bienveillant, où j'ai beaucoup plus de liberté d'activité, où on me laisse une autorité sur ma manière de travailler. Enfin, voilà, c'est quand même un confort. Voilà. Comment tu as vécu aussi les violences structurelles que tu as pu ressentir pendant ton parcours? Violences patriarcales aussi, sachant que toi, bah, tu es aussi militante féministe, je sais pas si tu dis anticapitaliste, mais ouais, tu luttes pour des valeurs progressistes, de partage des richesses, de services publics. Et comment toi, quand tu es plongé au cœur de ces problèmes-là, comment tu as perçu, toi, tout ça? Ben, en fait, moi, j'ai été assez choquée de découvrir que les inégalités de genre existaient dans le traitement contre le cancer, quoi.
Enfin, moi, je me disais, c'est pas possible. Enfin, pour moi, les cancers sont tous traités de la même manière, qu'on soit homme ou femme. Et en fait, pas du tout. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure avec les soins de support pour les ongles, etc., avec les cheveux. Enfin, mais une des découvertes qui m'a le plus marquée, et j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible en 2026 que la Sécu soit inégalitaire à ce point-là. Lorsque les hommes ont un cancer de la prostate, ils peuvent avoir un effet secondaire qui est des troubles érectiles, que ce soit pendant ou après les traitements. Les troubles érectiles sont remboursés intégralement, les médicaments pour lutter contre les troubles érectiles. Ils n'ont rien à débourser de leur poche. Les femmes, notamment les femmes atteintes du cancer du sein, parce que je ne peux pas parler de tous les types de cancers, je ne suis pas médecin, enfin voilà. Mais en ce qui me concerne, donc c'est un cancer du sein, il y a des troubles gynécologiques conséquents chez beaucoup de femmes. C'est la grande majorité des femmes qui vont être touchées par ces troubles-là. Donc c'est des sécheresses vaginales, des douleurs, des infections urinaires à répétition, une impossibilité à avoir des rapports sexuels parce que c'est trop douloureux. Enfin, c'est vraiment énorme, quoi. Et c'est invasif dans le quotidien. Eh bien, il y a 0 € de remboursé contre les troubles gynécologiques. 0. Et là, j'ai dit, mais comment c'est possible, quoi? Enfin, Mais comme quoi, il ne faut pas lâcher le combat féministe. Non. Même sur des sujets où on se dit, le cancer du sein, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, il y a quand même de la prévention ben dessus. oui, Mais dans les faits, il y a encore d'énormes inégalités en fonction de... exactement. Et moi, j'étais très étonnée que, en fait, même les collectifs féministes soient pas au courant de cette info-là. Enfin, je me dis, c'est quand même fou, le cancer du sein. Octobre rose tous les ans. Enfin, voilà, il y a une sensibilité de malade au cancer du sein, etc. Et en fait, la sensibilisation, tout ça, finalement, nous, dans notre quotidien de malade, il n'y a pas grand-chose qui nous aide, quand on est une femme, j'entends. Puis même quand on regarde, enfin, voilà, Octobre Rose, si on doit parler un peu de pinkwashing, typiquement, il y a Octobre Rose dans tous les ans. Moi, je ne suis pas contre Octobre Rose du tout, parce que je trouve que le cancer du sein, c'est une telle épidémie et c'est en train d'exploser tellement, et il y en a de plus en plus, ça existe chez les hommes aussi, le cancer du sein, il faut le savoir, que c'est nécessaire de faire des sensibilisations comme ils font, et c'est très bien. Néanmoins, franchement, je pense qu'on fait un petit micro-trottoir là vite fait. On demande aux gens, c'est quoi que vous voyez à Octobre Rose? C'est des produits de maquillage, de cosmétiques, qui sont vendus. Donc un gros pinkwashing. Un sur ce gros truc-là. pinkwashing, surtout que quand on regarde, il y a des marques qui sont spécialisées en oncologie ou qui sont des marques qui font très attention au type de produits qu'ils mettent, que c'est pas toxique, que c'est bon pour la planète, pour la santé, etc. Mais il y a plein de marques qui sont pourries jusqu'à la moelle de Ouais, tu balances des composants. noms, vas-y, tu peux y aller. Ouais, franchement, je vais balancer MAC Cosmetics parce que moi j'étais une grosse cliente de MAC Ok. avant d'être malade. Et c'est une très 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 grosse marque de cosmétiques dans le monde. Et en fait, moi j'ai arrêté d'en mettre parce que c'est bourré de saloperies, quoi. Et je les ai interpellés, je leur ai écrit en leur disant, franchement, vous êtes un gros groupe, vous pouvez faire quelque chose pour rendre le maquillage plus sain pour les femmes. Ils le font pas. Alors après, ce qu'ils font du pinkwashing, j'avoue, j'ai pas regardé. Mais voilà, enfin, il y a pas mal de marques comme ça qui se saisissent. Enfin, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une influenceuse, pareil, orléanaise sur les réseaux, là, qui atteint d'un cancer du sein, qui avait, c'est tout con, mais une carte cadeau Ikea. Et elle n'a pas pu l'utiliser pendant ses traitements, parce qu'elle avait un petit peu autre chose à foutre, je pense, que d'aller chez Ikea. Et ils lui ont refusé de renouveler sa carte. Mais par contre, à Octobre Rose, ils vendent plein de choses pour Octobre Rose. Enfin, je me dis, c'est la honte, quoi. Très basique, les députés RN qui s'affichent tous avec Octobre Rose, qui font tous une publication alors qu'ils ont voté contre le remboursement des frais liés au cancer du sein aussi. Ça, c'est impressionnant. La loi du plan. Ouais, la loi du plan. Du coup, on peut en parler de l'aspect politique aussi, quand tu vois les déclarations, à la fois du gouvernement, parce que c'est eux qui sont aux manettes, mais aussi de certains élus qui se disent pour les services publics, pour la médecine, pour les femmes, pour la santé, le cancer, etc. Et que dans les faits, c'est complètement l'inverse en fait de ce qu'ils prônent, ou alors c'est très très insuffisant. Comment tu vois les choses du coup? En fait, je trouve qu'il y a une véritable hypocrisie de dire, ah oui,
Octobre Rose, on met tous le ruban à l'Assemblée nationale où on soutient les femmes, le droit des femmes, etc. Et en fait, dès qu'il s'agit de passer à l'acte au niveau des votes de l'Assemblée, il n'y a plus personne dans le Même des- milieu de droite et d'extrême droite. Ou même des budgets au gouvernement, quoi. Voilà, Ouais. les budgets de la Sécu, là, c'est une catastrophe. Moi, j'avoue que j'ai même pas réussi à regarder comment ça va devenir la prise en charge du cancer après cette loi-là sur la Sécu parce que je suis pas prête. Je suis pas prête à voir les dégâts. Et en fait, j'étais en pleine chimio, je pense, quand la loi du plomb a été votée. En plus, c'était assez médiatisé parce qu'il y a Fleur Breteau. Pour 316 contre 223, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. Oui, Qui a manifesté sa colère au sein de l'Assemblée. ouais. C'était beaucoup. Et on beaucoup, essaie de beaucoup. faire venir Fleur sur Orléans. Ok, Là, c'est trop cool. ouais, ouais, j'essaie de la faire venir. Je suis un peu en contact avec Cancer Colère, du coup. Tu lui dis qu'Info Gaucho Ouais, est ouais, partant ouais. pour une interview. Parce qu'elle a écrit un livre là, sur Cancer Colère et on voudrait faire une soirée au 108 sur la sensibilisation du cancer avec Cancer Colère, donc Fleur, et le collectif Jeune et Rose pour apprendre les gestes d'autopalpation, la prévention précoce, etc. Trop bien. Bah, écoute, on espère que ça se fera. Donc là, on parlait de l'aspect plutôt féministe, du coup. Toi, tu parlais tout à l'heure que tu as été dans une clinique privée, et que du coup, ça t'a coûté de l'argent. Est-ce que ça a changé aussi, ou ça t'a radicalisé dans la nécessité d'avoir des services publics performants qui prennent en charge tout le monde, qui sont pour la dignité des humains et qu'il n'y ait pas d'inégalité d'accès aux soins? Est-ce que toi, ça t'a remotivé encore plus, du coup, à ne pas marchandiser de la santé, en fait? Moi, j'étais déjà très convaincue par la Sécu, hein. Mmh. Enfin, voilà. Mais là, d'autant plus, et je me suis dit, en fait, je ne pensais pas. Je savais que la Sécu était dégradée depuis quelques années par les politiques libérales, etc. Mais je ne pensais pas à ce point-là. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est de ne pas avoir le choix. Parce qu'il y a des gens, ils ont envie d'aller dans le privé, mais c'est leur thune, hein, grand bien leur face, hein, s'ils préfèrent, enfin voilà. Mais il faut pouvoir avoir le choix. Et en fait, ce qui était très particulier, c'est que moi, je me suis sentie hyper arnaquée, en plus, parce qu'on ne me l'a pas dit, que c'était payant. Et c'est au moment de passer à la caisse, on me dit, ah bah voilà, il faut payer. Mais je dis, mais je savais pas. Enfin, et en fait, il n'y a pas le choix, du coup. Et il y a rien de remboursé, évidemment, alors que, putain, le cancer, quoi. Enfin, on fait que nous dire, bah oui, il faut faire de la prévention, faire des mammographies. Moi, j'ai eu la chance de le prendre en charge très tôt, parce que plus on est jeune, plus c'est agressif. J'avais les ganglions atteints. Les ganglions, c'est la porte d'entrée vers tout le reste du corps, hein. Donc c'était juste, hein, avant qu'ils se répandent. Mais en fait, si j'avais pas eu les moyens financiers de faire ça, j'aurais trouvé l'info parce que je me serais débrouillée, que j'ai de la ressource, etc. Mais je pense aux personnes qui sont très isolées, qui n'ont pas forcément des moyens financiers, des moyens, des personnes qui ne parlent pas la langue française, qui sont éloignées de l'administration, etc. Mais trouver l'info de où se faire dépister. Mais il y a plein de gens qui abandonnent, hein, qui ne le font pas et qui en meurent. Et en fait, moi, ça, je trouve que c'est un message fort parce qu'il y a plein de gens qui meurent du cancer parce qu'ils ne peuvent pas se faire diagnostiquer ou prendre en charge correctement. Je me dis, mais comment c'est possible en 2026? Et je pense que si les hommes avaient un quart des symptômes que les femmes ont pendant le cancer du sein, ça ferait belle lurette que tout serait remboursé. Moi, d'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était sur la contraception. Il y avait des pilules pour hommes qui avaient été développées. Et ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que il y avait les mêmes effets secondaires que sur les femmes. Et ils se sont dit, ah non, on peut quand même pas leur faire subir ça aux hommes. Du coup, ils ont arrêté, tu vois, la recherche sur ces logiques-là. Mais les femmes, on s'en fout. Enfin, elles peuvent On subir. est habitué à souffrir, Donc, c'est pas un problème. c'est assez problématique, quoi. Est-ce que on va bientôt conclure. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message à passer? En fait, je pense que c'est important d'avoir conscience que le cancer, c'est pas que un état de santé individuel et personnel et que c'est une vraie affaire politique aujourd'hui et qu'il faut politiser la chose, le sujet, pour obtenir des avancées. Parce qu'en fait, ma démarche, certes, je lève des fonds pour la recherche contre le cancer à Gustave Roussy, c'est avec une immense joie que je le fais, mais il faut le rappeler, c'est pas normal. C'est pas normal de devoir lever des fonds pour la recherche en France.
On devrait avoir les moyens de payer nos chercheurs correctement et de financer les recherches correctement dans le service public. Parce que tous les détracteurs du service public qui veulent tout privatiser, mais il faut leur rappeler aussi que si demain ils ont un cancer et qu'on n'a pas des chercheurs comme il faut, qui n'ont pas les moyens comme il faut, et qu'on n'est pas soigné comme il faut parce qu'il faut payer, etc., bah là, tout à coup, ce ne sera pas la même. Et sachant que quand même, nos chercheurs en France, ils font partie des meilleurs au monde. Bah, donnons-leur les moyens de bosser, quoi. Eh ben, écoute, c'est un très beau message pour se mettre à militer et à aller dans la rue et à faire des campagnes sur ces sujets-là. Donc on encourage tout le monde du coup à déjà se renseigner Ouais. sur le cancer du sein, à mieux comprendre pour mieux aussi on va accompagner les gens qui en sont victimes et de pouvoir continuer à lutter sur des sujets structurels, de lutter contre la privatisation de la santé notamment, tout type de privatisation. Nous, Info Gaucho, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de sortir la marchandisation de nos vies et du coup de rejoindre des associations, des partis politiques, des endroits où vous vous sentez, même dans des médias, vous pouvez rejoindre des médias, créer votre média, même rejoindre Info Gaucho aussi, vous pouvez le faire. Donc on encourage aussi les gens à te suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu vas continuer à faire du contenu on imagine, et Ouais, puis à ouais. suivre ton semi-marathon. Voilà, donc moi j'invite les gens à suivre Cancer Colère, le travail de Cancer Colère, et à me suivre sur les réseaux, leur Positive Runner. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et on essaiera de développer un peu ces formats podcast, c'est assez cool. Salut, à bientôt.